Avant toute chose, permettez-moi de vous remercier de vous joindre à cette manifestation. Je tiens également à remercier l'association des docteurs et doctorants de l'Institut Maurice Horiou d'avoir accepté ma participation, bien que je l'ai proposé relativement tard. Et je remercie tout particulièrement Romain Vaillant de m'avoir confié ce sujet sur la continuité nocturne du service public, qu'il eût été regrettable de ne pas aborder dans le cadre d'un colloque organisé par des doctorants en droit public. Notre droit public, justement, est riche de grands principes empreints d'une fausse clarté. La continuité du service public fait partie de ces notions en apparence évidentes, mais qui sont parmi pourtant les moins précisément étudiées. Ainsi, s'interroger sur la continuité nocturne du service public peut nous offrir une occasion d'essayer de définir mieux ce principe fondamental du droit administratif et d'en déterminer mieux les contours, en se demandant s'il trouve à s'appliquer une fois la nuit tombée. Avant tout, une règle académique veut que toute étude notionnelle commence par une définition sémantique, si besoin, des termes de son sujet. Qu'est-ce que la continuité? Pour Leibniz, la loi de continuité permet de considérer que dans la nature, tout se fait par degrés insensibles. La continuité serait caractérisée par l'absence de rupture. La langue française retient une définition assez proche, puisque le littré désigne la continuité comme l'état de ce qui est d'une seule tenue. Dès lors, ce qui est continu désigne ce qui se poursuit de façon régulière, sans interruption ni à-coup. Or, continu ne doit pas être confondu avec continuel. En effet, continuel désigne également ce qui est sans interruption, mais qui est susceptible de fractionnement. Ainsi, continu ne serait pas divisible, alors que continuel pourrait faire l'objet de fractionnement. Or, le vocable continualité n'existant pas, le terme de continuité recoupe à la fois l'adjectif continu et l'adjectif continuel, ce qui est potentiellement équivoque. Le service public ensuite, je ne peux prétendre définir exhaustivement le service public, mais je ne saurais me dispenser d'une référence au père de son école, Léon Duguy. Léon Duguy définit l'État par la distinction entre gouvernant et gouverné. Dans la continuité de la thèse d'Émile Durkheim, Léon Duguy conçoit l'État comme, je cite, la mise en œuvre de l'activité que les gouvernants doivent obligatoirement exercer dans l'intérêt des gouvernés. Ainsi, dans cette définition fonctionnaliste, l'État ne serait autre qu'un faisceau de services publics. Il en ressort une conception particulièrement unitaire. Le principe du service public, comme obligation des gouvernants à agir dans l'intérêt des gouvernés, paraît au total singulièrement unitaire dans la conception duguiste. Le service public désigne donc à la fois une obligation générale et permanente et une extension constante des obligations des gouvernants vis-à-vis des gouvernés. Dans cette conception, principe de continuité du service public et continuité des personnes publiques, permanence de l'État, se confondent. Le doyen Bordelais a à cet égard une formule assez révélatrice qui est « l'activité de service public est d'une importance telle qu'elle ne peut pas être interrompue un seul instant ». On ne retient toutefois pas Léon Duguy comme le doctrinaire qui a consacré théoriquement le principe de continuité du service public, mais c'est un de ses disciples admiratifs, Louis Roland, qui a consacré ce principe. Comme Duguy, Louis Roland considérait que le droit administratif est essentiellement le droit des services publics, à la différence que Louis Roland délaisse la conception objective de Duguy et se réfère à la notion d'intérêt général. Par ailleurs, dans son précis de droit administratif en 1928, Louis Roland dégage un certain nombre de principes communs à l'ensemble des services publics. Pour quelles raisons? Pour répondre à la crise que vient de rencontrer la notion et pour la sauver à partir d'un certain nombre de principes qui seront les dénominateurs communs de tout service public, qu'ils soient industriels et commerciaux ou administratifs. Dès lors, quels sont ces dénominateurs communs qui seront postérieurement appelés les lois de Roland? Il y en a 4, le rattachement, l'égalité, la mutabilité et enfin, celle qui nous intéresse, la continuité. Que signifie continuité du service public au sens de Roland? La continuité du service public présente avant tout une dimension temporelle. Elle signifie que le service doit fonctionner sans solution de continuité, sans interruption intempestive. Autrement dit, le principe de continuité du service public est le principe selon lequel une activité ayant un intérêt public, national ou local doit se poursuivre de façon régulière, sans interruption ni à-coup. Le principe de continuité a vocation à garantir un fonctionnement régulier des services publics afin d'éviter, pour reprendre la formule du commissaire du gouvernement Gazier, un état à éclipse.
Il ne semble donc pas impliquer un fonctionnement continu, mais seulement continuel du service public. Toutefois, des degrés de continuité sont concevables. Certaines activités, par exemple, sont exercées la nuit parce que leur objet le justifie, d'autres pas. Ainsi, si la continuité du service public n'implique pas nécessairement la continuité nocturne du service public, la continuité nocturne du service public peut-elle se fonder sur la continuité du service public? Il apparaît que le principe de continuité du service public n'est pas le fondement exclusif de la continuité de nuit du service public, puisque la continuité nocturne de ces activités est justifiée par des raisons spécifiques à l'objet du service en question, et que ces spécificités vont justifier des modalités d'exercice particulières. Ainsi conviendra-t-il de s'intéresser dans une première partie au fondement de la continuité nocturne du service public, puis dans une seconde partie aux modalités d'exercice de cette continuité nocturne. Les fondements du service public nocturne. Le principe de continuité essentielle de la vie nationale a été affirmé pour la première fois dans l'arrêt Winkel du 7 août 1929, dans les conclusions duquel le commissaire du gouvernement Tardieu estimait que ce principe constituait l'essence même du service public. Ce principe a par la suite acquis une valeur de principe général du droit dans l'arrêt du 7 juillet 1952 avant de se voir consacré en tant que principe à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel le 25 juillet 1979. Par la suite, et depuis l'arrêt Bonjean du 13 juin 1980, le Conseil d'État qualifie ce principe de principe fondamental. Ce principe induit un certain nombre de règles positives et de conséquences juridiques aussi bien vis-à-vis du fonctionnement de l'administration, des usagers, de ses co-contractants et de ses propres agents, parmi lesquels le plus connu, bien sûr, l'encadrement de leur droit de grève. Ce principe de continuité peut-il fonder une activité continue? Oui. À cet égard, la position de la Cour de cassation est assez intéressante, puisqu'il est arrivé à quelques reprises à la Cour de cassation de se référer à la notion de pérennité du service public, qui ne serait autre qu'une forme exacerbée de la continuité du service public. Pour autant, son cadre paraît trop large. Effectivement, pour fonder le service public nocturne, il faudrait encore que l'intégralité du service public soit maintenue la nuit, ce qui n'est pas le cas. Par exemple, le service public de la santé voit certaines de ses activités maintenues la nuit, mais les activités de recherche et d'enseignement, par exemple, sont exclusivement diurnes. Il apparaît donc que la continuité nocturne se dégage du principe de continuité des services publics. Je vais identifier quelques exemples sans, bien sûr, encore une fois, prétendre à l'exhaustivité. Je reviens sur celui que je viens de vous donner, le service public hospitalier. L'article D 6124-304 du Code de la santé prévoit que les structures de soins sont tenues d'organiser la continuité des soins en dehors de leurs heures d'ouverture, autrement dit, la nuit. Quelle est la finalité de cette continuité des soins? Le souci est tout à la fois la sauvegarde de la santé, celle du risque épidémique et de l'accueil des nécessiteux, mais aussi une préoccupation d'ordre public auquel participe le service public de la santé. La continuité participe alors du maintien de l'ordre public, sanitaire notamment. Cet ordre public sera également la justification du maintien d'un certain nombre de services publics administratifs la nuit, comme par exemple l'éclairage public, sur lequel reviendra Quentin tout à l'heure, dont l'objet justifie une exclusive continuité la nuit. Ce principe de continuité peut également, l'ordre public, justifie également le maintien nocturne de tous les services publics du Code de la sécurité intérieure, police, gendarmerie, etc., etc. Parce qu'effectivement, si le service public peut se satisfaire d'un fonctionnement continuel, l'ordre public ne saurait, quant à lui, être maintenu exclusivement le jour. La permanence de son maintien trouve également à s'appliquer la nuit, et particulièrement la nuit. Pour les services publics industriels et commerciaux, comme vient de l'évoquer Luc, le travail nocturne est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Par ailleurs, la continuité nocturne non seulement se dégage du principe de continuité, mais également se détache du principe de continuité du service public. Effectivement, la continuité nocturne peut être vue à la fois comme un devoir de l'administration et un droit des administrés. La continuité peut être également perçue comme l'expression d'une police administrative interne à une profession ou à un devoir déontologique. Je reviens encore une fois sur l'exemple du service public hospitalier. Le Code de la santé prévoit
quelles que soient les circonstances, la continuité du soin au malade peut être assurée. Le médecin ne peut abandonner ses malades en cas de danger public. Et j'insiste sur le fait qu'il s'agit ici non pas de la continuité des soins que j'ai évoqués précédemment, mais de la continuité du soin. Autrement dit, le soin entrepris, débuté, doit être achevé. La continuité du soin figure parmi les devoirs déontologiques du soignant. Il est effectivement difficile d'imaginer un chirurgien entreprenant une opération dans l'après-midi et ne la terminant pas une fois la nuit tombée. Sinon quoi, évidemment, il encourrait une sanction disciplinaire et la mise en cause de sa responsabilité ou, le cas échéant, celle de sa hiérarchie si cela résulte d'un défaut d'organisation du service. Par ailleurs, la continuité nocturne peut être le fruit de la consécration d'un droit pour les administrés. Le droit à la santé, encore une fois, est consacré par un certain nombre de conventions internationales. La sécurité également, puisque l'article L111-1 du Code de la sécurité intérieure nous dit que la sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives. Dès lors, si c'est un droit fondamental, qu'est-ce qui justifierait que la sécurité soit assurée le jour et non la nuit? Ainsi, un principe de continuité pouvant prétendre à l'autonomie notionnelle pourrait se distinguer du principe de continuité du service public pour justifier sa continuité nocturne. Il semblerait que cette continuité des activités de service public se distingue également de son exercice diurne dans son mode de fonctionnement. Quelles sont donc les modalités d'exercice du service public nocturne? Comme l'évoquait tout à l'heure Romain en guise de prolégomène, il n'y a pas d'unité de définition de la nuit et du travail nocturne. En droit de la fonction publique, le décret du 25 août 2000 pour la fonction publique de l'État, le décret du 12 juillet 2001 pour la fonction publique territoriale et le décret du 4 janvier 2002 pour la fonction publique hospitalière définissent le travail de nuit comme la période comprise entre 22h et 5h ou une autre période de 7 heures consécutives entre 22h et 7h. Bien sûr, le travail de nuit implique un certain nombre de contreparties pour le fonctionnaire sur lesquelles je ne m'attarde pas ici, mais pour lesquelles je vous renvoie à ma communication écrite. Or, outre cette différence de définition de ce qu'est le travail de nuit entre droit du travail et droit de la fonction publique, une autre distinction apparaît plus notable. En droit du travail, Duc vient de nous dire que le recours au travail de nuit présente un caractère exceptionnel. Or, le droit de la fonction publique n'impose pas l'exceptionnalité en tant que condition du recours au travail nocturne. Pourquoi n'y a-t-il pas de condition d'exceptionnalité en droit de la fonction publique? La notion du fonctionnaire est intimement liée à celle du service public, selon Duguy. Dès lors, le service de l'intérêt général est supposé et présupposé chez le fonctionnaire. Si le fonctionnaire est un citoyen, rajoute Oriou, n'est-il pas un citoyen spécial? Dès lors, cette spécialité va entraîner un certain nombre d'obligations de mise à disposition du fonctionnaire la nuit. On peut, par exemple, mentionner les astreintes. L'astreinte est une période pendant laquelle l'agent n'est pas à la disposition permanente et immédiate de son administration, mais doit être à proximité pour pouvoir intervenir rapidement. L'astreinte doit être distinguée de la permanence, qui, elle, correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel ou un lieu désigné par son chef de service pour nécessité de service, sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte. Or, la permanence nous intéresse particulièrement ici dans le cadre de notre propos, mais la permanence en tant que mode d'organisation, en tant que mode de fonctionnement du service public nocturne. Comment pourrait-on définir la permanence en tant que mode d'organisation? Il s'agirait de généraliser la définition qui a été posée par le rapport Descours en 2003. La permanence pourrait alors être définie comme une organisation mise en place afin de répondre par des moyens structurés, adaptés et régulés aux demandes non programmées et non exprimées par l'administré et qui couvrent les plages horaires comprises en dehors des horaires de fonctionnement réguliers du service public. Autrement dit, encore une fois, la nuit. La permanence est donc le mécanisme d'organisation de la continuité avec laquelle elle ne se confond pas. Elle est le vecteur de la continuité. La continuité ne peut être assurée que si la permanence est assurée. Elle est donc seulement une démarche structurelle, un outil de coordination et d'efficience de la continuité dont elle se distingue. Et pourtant, le Conseil d'État a adopté une position assez troublante le 22 novembre 2002 dans son arrêt, cet arrêt de M. Vatrin, puisqu'il a qualifié, il a invoqué le principe de permanence. Dès lors, la permanence serait un principe lié à l'intérêt général. Permanence et continuité seraient alors les deux facettes de la continuité nocturne du service public. Je vous remercie.